Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première conférence du Colloque Wright pour la science, dont c'est la 18e édition déjà. Mon nom est Olivier Dessibourg, je suis journaliste scientifique et c'est moi qui aurai le plaisir de vous accompagner tous les soirs de cette semaine pour ceux qui reviendront pour ces conférences. Comme chaque année, vous le savez, on a le privilège, le plaisir d'accueillir ici à l'Université de Genève des orateurs de renom qui viennent du monde entier pour vous présenter le résultat de leurs recherches, leurs travaux. Cette année, bien sûr, ne fera pas exception et tous vont nous faire voyager avec eux dans le système solaire, dans notre galaxie, voire beaucoup plus loin jusqu'aux confins de l'univers. Mais tout cela, bien sûr, en gardant les pieds bien sur Terre, grâce à une force que vous connaissez probablement tous, la force de gravité qui est partout, qui sculpte l'univers, qui régit nos vies jusqu'à notre posture, la posture de notre corps, mais qui, malgré tout, reste encore bien mystérieuse. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, une équipe en Chine a fait 2 mesures différentes de ce fameux grand G, cette fameuse constante de gravitation que vous connaissez, dont vous vous souvenez peut-être de vos cours de physique. Alors, cette soirée se déroulera, comme vous le savez, en 2 parties. D'abord, la conférence avec l'orateur de ce soir, en français, mais avec une traduction simultanée en anglais. Et ensuite, une partie de questions-réponses, durant laquelle vous pourrez poser vos questions aussi en français et en anglais, durant laquelle aussi on accueillera 2 autres orateurs de ce Colloque Wright ce soir pour une discussion qu'on veut aussi interdisciplinaire que possible. À ce stade, une petite information d'usage. Je vous demande de ne pas éteindre vos portables. Enfin, je doute encore qu'il y ait des gens qui l'aient de toute façon éteint, mais simplement de le mettre sur mode silencieux, mais de ne pas l'éteindre. Pourquoi? Parce que vous pouvez poser vos questions de 2 manières, déjà dès maintenant. Alors, bien sûr, en live tout à l'heure aux orateurs qui seront présents sur scène, mais aussi par Twitter, en utilisant le hashtag qui doit être quelque part, le voici, Colloque Wright. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers ce hashtag sur Twitter. Quelqu'un les relayera dans la salle aux orateurs qui seront ici présents. Ceci est notamment très utile pour les nombreuses personnes qui sont derrière vous, dans l'autre salle, qui nous regardent, et même bien au-delà, puisque cet événement est live-streamé, donc en direct sur Internet. Donc à tous ceux qui nous regardent, même à distance, sur leur écran d'ordinateur, n'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais passer rapidement la parole à 2 personnes qui vont vous adresser quelques mots de bienvenue. Et la première est le recteur de l'Université de Genève, M. Yves Flukiger. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est pour moi un très grand privilège de vous accueillir ce soir dans cet auditoire bondé. Tellement bondé que nous avons dû en ouvrir un 2e pour pouvoir vous accueillir toutes et tous. C'est pour nous, pour moi, pour la Fondation aussi, un magnifique signal de l'intérêt, année après année, que revêt ce colloque et de l'intérêt de la population genevoise pour la science. Je remercie tout particulièrement la Fondation Wright d'avoir choisi l'Université de Genève pour organiser ces événements. Cela a été rappelé tout à l'heure, la 18e édition, avec un thème cette année particulièrement porteur, la gravitation, qui n'en a pas entendu parler, mais en même temps c'est un phénomène physique qui recèle encore bien des mystères et je crois que durant cette semaine on aura l'occasion de les découvrir jour après jour. Je suis particulièrement heureux, effectivement, que l'on puisse partager avec la Fondation Wright ce souci d'apporter la science et ses progrès vers le plus grand nombre. C'est le souci de la Fondation Wright, c'est aussi le souci de l'Université de Genève. C'est une de nos missions, cette ouverture vers la cité, vers le public. Et je suis particulièrement heureux que nous puissions le faire avec la Fondation Wright. Ce n'est d'ailleurs pas le seul événement que nous organisons avec la Fondation Wright, mais toujours dans le même esprit, dans la même volonté de pouvoir partager avec vous toutes et tous le savoir qui progresse année après année. Et j'aimerais aussi évidemment attirer votre attention sur un événement qui aussi devient incontournable de la vie genevoise, qui est attendu par l'ensemble de la population, c'est l'illumination, le son et lumière qui éclairent le bâtiment d'Unibastion. Et je vous invite, peut-être pas ce soir, puisque vous êtes dans cette salle, vous avez peut-être déjà raté le son et lumière de 18h, il y en a un 2e à 19h, vous ne pourrez pas y assister, à 20h ça sera aussi un tout petit peu serré, mais allez-y un autre jour, parce que je crois que c'est un événement particulièrement magnifique,
un rêve qui devient réalité sur ces murs des bastions. C'est aussi emblématique puisque c'est un des bâtiments, ou le bâtiment le plus ancien de notre université. C'est une manière magnifique de le mettre en lumière, de le mettre en valeur, et puis aussi parce que c'est un bâtiment qui commence sa rénovation. C'est aussi pour nous une immense chance. Merci infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne conférence de ce soir, et revenez nombreux et nombreuses pour les autres événements de cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Merci. Merci, monsieur le recteur. Je passe maintenant, sans plus attendre, la parole à Thierry Courvoisier, le président de la Fondation Wright. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci à l'université de nous permettre d'organiser cet événement dans ces locaux. C'est pour nous, c'est vrai, toujours un plaisir de collaborer avec l'université dont on fait quelque part un peu partie aussi. Bienvenue au Colloque Wright de cette année. Une excellente occasion de partager la connaissance. C'est un partage indispensable pour la science, car un savoir gardé pour soi est stérile, et seule la connaissance partagée porte des fruits. C'est un partage important pour la société aussi, parce que le savoir fraîchement acquis trouve petit à petit sa place dans notre culture et façonne ainsi notre identité. Un partage entre chercheurs et public, mais aussi un partage international. Un partage qui participe ainsi de notre identité de citoyens de la planète Terre et de la contribution de chacun à la construction d'un espace hospitalier pour tous. Un enjeu à méditer en cette période de votation en Suisse. Un partage que la Fondation Wright est heureuse de vous proposer toute cette semaine. Monsieur le recteur, Madame, Monsieur, êtes-vous bien assis? Oui. Ce n'est pas de la réclame pour les sièges de l'université, mais c'est une remarque que vous devez, le fait d'être assis et d'être bien assis, à la gravitation. C'est elle qui donne à votre masse un poids que vous sentez sous vos cuisses ce soir. C'est aussi une force avec laquelle nous sommes infiniment familiers. C'est elle contre laquelle vous devrez lutter pour grimper les marches et sortir de cet auditoire tout à l'heure. C'est celle qui vous fait peiner quand vous faites une montée à vélo. C'est celle qui vous fait tomber quand vous trébuchez. Elle est infiniment familière, mais aussi encore mystérieuse. Ceux qui ont lu Tintin savent que les bonds que les Dupont ont faits sur la Lune sont beaucoup plus importants que ceux qu'ils pouvaient faire sur la Terre. À l'inverse, il est plus difficile de s'échapper d'un corps plus dense. Et quand un astre devient vraiment très dense, la gravitation empêche même la lumière d'en s'en échapper. C'est comme si elle créait un trou dans l'espace, un trou noir. La gravitation génère aussi des ondes que l'on a détectées il y a quelques mois maintenant. Et la caractéristique de ces ondes, c'est de faire varier la distance entre deux objets qui ne bougent pas. C'est aussi une phrase à méditer. Tout participe de la gravitation. Et par voie de conséquence, elle nous permet de détecter de la matière qui n'émet pas de lumière dans l'univers. Et c'est une de ces propriétés dont nous discuterons aussi cette semaine. Enfin, après à peu près un siècle de travail, il s'avère que nous sommes toujours incapables de donner de la gravitation une description qui fût compatible avec la description que nous avons des autres forces de la nature. La gravitation est donc non seulement fascinante, mais elle peut aussi s'avérer pratique et être précieuse pour exécuter des voyages fascinants dans le système solaire en direction d'objets sur lesquels elle est presque absente. Tous ces aspects seront discutés cette semaine par d'éminents collègues que je remercie très chaleureusement de leur contribution au fil de la semaine.
Ces conférenciers vous seront présentés chaque soir par un professeur de notre région, familier de leur travail. Et je les remercie aussi de faire le lien ainsi entre la recherche de là-bas et la recherche d'ici. Merci à Olivier Dessibourg pour animer ces soirées et merci à tous ceux dont le travail est essentiel pour la réussite de cette semaine. Fannen Sisban, Ascension Lozano, les traducteurs, les acteurs de l'audiovisuel, le personnel de la sécurité, les hôtesses qui vous ont permis d'entrer ici dans un ordre assez raisonnable. À tous donc un très grand merci et je vous souhaite une excellente soirée. Merci Thierry Courvoisier. Comme Thierry l'a dit, j'invite donc maintenant quelqu'un qui va présenter l'orateur de ce soir, en l'occurrence Michele Maggiore, qui est professeur de physique théorique à l'Université de Genève. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'introduire l'orateur d'aujourd'hui, le professeur Thibaut Damour. Thibaut est un scientifique de renommée mondiale, c'est un des plus grands spécialistes, non, peut-être les plus grands spécialistes dans la relativité générale et dans la physique des ondes gravitationnelles. Quand j'ai commencé à préparer ces quelques lignes pour introduire notre orateur, j'ai aussi découvert une chose que j'ai trouvée assez extraordinaire, la fascination de Thibaut pour les travaux d'Einstein. Était très précoce, il a commencé à lire les papiers d'Einstein original à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il a pris un papier en anglais, c'était un des papiers de l'époque de Princeton, pas seulement l'a compris, il a trouvé une erreur. Il a trouvé une faute dans un passage mathématique, et c'était là à 14 ans. Donc ça vous donne déjà un cadre pour situer les capacités de notre orateur aujourd'hui. Après, la suite, c'est qu'on pourrait s'imaginer, études à l'École normale supérieure à Paris. Il termine sa thèse à l'âge de 22 ans. Sa thèse, ça veut dire pas seulement le bachelor, après le master et la thèse. Après, il va à Princeton, justement, où Einstein a passé la dernière partie de sa vie, avec des grandes figures comme Wheeler et d'autres. Et là, commence à faire évidemment des travaux très importants. Je ne vais pas anticiper de quoi on parlera, mais certainement un aspect marquant du travail de Thibaut, c'était la découverte d'un pulsar binaire, un système magnifique avec une étoile à neutrons qui tourne autour de l'autre, qui était un laboratoire formidable pour la relativité générale. Cet objet fut découvert par Hulse et Taylor en 1974. Ils ont reçu le prix Nobel pour cette découverte en 1993, parce que ça permettait de tester des effets extraordinaires de relativité générale, mais pour les tester, il fallait d'abord les calculer. Et les calculs ont été faits, dans ce cas, par Thibaut avec sa collaboratrice Nathalie Deruel. Moi, j'ai aussi étudié un certain nombre de papiers des années 70 pour mon travail sur la physique des ondes gravitationnelles. À l'époque, les domaines étaient dans pleine confusion. Même Einstein, à un certain moment, avait douté de l'existence même des ondes gravitationnelles. Dans les années 50, on avait plus ou moins compris qu'ils existent, mais s'ils sont émis dans des systèmes binaires, comment les calculs, ça c'était la confusion totale. Et là, un tout jeune Thibaut commence à se poser la question et va vraiment clarifier tout. Là, on voit d'abord un des aspects que je trouve toujours dans les travaux de Thibaut, une clarté et une rigueur intellectuelle vraiment extraordinaire. Dans la suite, il s'attaquera à des problèmes toujours très difficiles, calculer, après avoir posé les bases conceptuelles, calculer vraiment les ondes gravitationnelles émises à un niveau de précision qui sera après utilisé par LIGO, Virgo pour les détections. C'est des calculs extrêmement compliqués. Là, on verra un autre aspect marquant de toute la production de Thibaut, qui sont des capacités techniques et mathématiques tout à fait extraordinaires. Les travaux de Thibaut ont été très importants évidemment pour le prix Nobel pour la pulsar Hulse-Taylor, ont été cruciaux aussi pour le prix Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles l'année passée de LIGO et Virgo. D'ailleurs, ils sont très cités, mentionnés dans la motivation de la mission Nobel. Je ne vais pas faire plus long, c'est évident qu'on a un scientifique vraiment d'exception ce soir. J'aimerais conclure avec deux mots sur d'autres facettes de la personnalité de Thibaut, pour ce que je connais. D'abord, il a aussi un talent de divulgateur. Il a écrit un livre, Si Einstein m'était compté, c'est publié en 2005.
Mais tout récemment, même une bande dessinée, Les Mystères du monde quantique, 2016, où Thibaut a écrit les textes, un dessinateur, Mathieu Bourma, a fait les dessins. La bande dessinée vient de recevoir un prix de la bande dessinée en Belge. Je suis aussi très jaloux d'autres capacités de Thibaut, comme sa capacité de jouer du piano de manière professionnelle. C'est qu'avec un des nombreux prix qu'il a eu, il s'est acheté un Steinway des concerts qu'il joue magnifiquement. Et on peut l'entendre parfois à l'IHS, où il est professeur à jouer du piano. Je ne vais pas faire plus long, j'ai le plaisir d'inviter Thibaut à nous rejoindre. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous parler d'ondes gravitationnelles et trous noirs. Notre histoire va commencer avec Einstein. On voit une photo d'Einstein au moment où il a découvert la théorie de la relativité générale, ce qui lui a causé effectivement beaucoup d'années de malaise physique, comme on voit ici, parce que ça a été très difficile. Et on va parler trous noirs et ondes gravitationnelles. L'événement remarquable qui est arrivé le 14 septembre 2015 est que 2 détecteurs interférométriques d'ondes gravitationnelles, dont on parlera plus précisément plus tard, et il y aura une conférence de Gabriela González dévouée à ce problème, ces 2 détecteurs qui sont d'immenses tubes dans lesquels de la lumière circule à 2 endroits aux États-Unis, ont vu dans la longueur des bras de ces interféromètres fluctuer pendant une fraction de seconde. Et comme vous voyez, ça, ce sont les données brutes de fluctuation de la longueur des bras de l'interféromètre. Et cette fluctuation, ici, est de l'ordre de 10 puissance moins 18. Et ça n'est pas l'onde gravitationnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas l'onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle est 1000 fois plus petite que le signal que vous voyez. Donc, en fait, tout de suite, la question est comment peut-on aller chercher dans quelque chose qui est du bruit, parce que c'est le bruit qui fait bouger les bras des interféromètres, un signal qui est 1000 fois plus petit. Et l'histoire que je vais vous raconter du point de vue théorique est quel est le chemin théorique qui a permis, en partant d'un signal très bruité, d'en conclure qu'on avait vu, à 1 milliard d'années-lumière d'ici, la coalescence de 2 trous noirs avec des masses d'une trentaine de fois la masse du Soleil et une quantité de rotation très faible. Quel est le chemin théorique qui a permis de conclure cette interprétation des données observables de LIGO? Notre histoire commence en novembre 1915, au milieu donc de la guerre de 14-18, quand Einstein, et en particulier le 25 novembre 1915, écrit un article qui s'appelle « Les équations de champ de la relativité, de la gravitation », qui contiennent toujours les équations que l'on utilise, qui définissent la théorie de la relativité générale. Ici, vous voyez des feuilles de calcul d'Einstein faites en Suisse, quand il était à Zurich en 1912, en fait, qui a été le début de la relativité générale. Pour avoir une idée aussi de l'atmosphère dans laquelle Einstein travaillait, rappelons-nous que la guerre de 14-18 a été une guerre déjà très meurtrière et que Einstein, qui était un pacifiste total, était entouré de collègues qui étaient très patriotes. Je veux dire, même Max Planck a signé un papier disant que vraiment de quoi les Belges se plaignaient, que c'est eux qui avaient fait des exactions contre l'armée prussienne. Et d'autres collègues d'Einstein, en particulier son ami Fritz Haber, avec qui il faisait de la musique de chambre d'ailleurs le soir, lui inventait les armes chimiques terribles qui ont tué tant de personnes du côté français. Donc Einstein considérait qu'il était dans une maison de fous et s'est enfermé, lui, dans la recherche d'une nouvelle vision de l'espace et du temps qui a conduit donc fin novembre 1915 à la découverte de cette nouvelle théorie de la gravitation. Il envoie le résultat de sa théorie à un de ses collègues, Karl Schwarzschild,
qui, lui, était officier sur le front de l'Est. Le front était calme, donc il n'y avait pas la guerre. Et donc, il a pu, en fait, faire des calculs. Et Schwarzschild, en 15 jours, fin décembre 1915, trouve la première solution exacte des équations d'Einstein, que l'on appelle aujourd'hui trou noir de Schwarzschild. Donc, vous voyez, 2 semaines après la découverte des équations d'Einstein, le trou noir, en un certain sens, mais on va rentrer dans les détails, est découvert. Et quelques mois plus tard, en juin 1916, avec une erreur qu'il corrige en 1918, Einstein introduit et fait les premiers calculs sur la notion d'onde gravitationnelle. Donc, il y a exactement 100 ans avant l'observation de LIGO, la scène était mise en place avec la théorie, les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Je ne vais pas vous faire peur avec des équations, mais je veux juste rappeler les concepts fondamentaux qui sont à la base de cette nouvelle théorie d'Einstein. Le premier concept est celui qui s'appelle le bloc espace-temps, qui consiste et c'est un concept qui, même s'il s'est cristallisé grâce aux idées physiques d'Einstein, a utilisé des idées mathématiques précurseurs de Henri Poincaré et aussi des travaux de Minkowski, Hermann Minkowski. L'idée essentielle est que, contrairement à ce que l'on apprend à l'école, où en général on nous dit il y a des choses qui se passent à tout moment dans l'espace. Donc si par exemple je prends l'espace de cette scène et je m'en sers comme une salle de billard, donc en faisant se déplacer une boule de billard rouge et une boule de billard bleue qui se déplacent, et à l'instant zéro, elles partent de chaque bout de la salle, puis elles se rapprochent, puis un instant, 3 secondes plus tard, elles se cognent au centre, et puis un instant d'après, après être entrées en collision, elles repartent en sens inverse, et elles repartent à l'autre bout de la salle. Ça, c'est la vision de l'espace à des instants successifs, avec le mouvement de la matière, de ces boules de billard. Eh bien, l'idée de l'espace-temps, du bloc espace-temps, consiste à empiler ces tranches d'espace, ces visions successives de tout ce qui se passe dans l'espace à des temps successifs, comme des cartes à jouer que vous empilez les unes sur les autres. Et donc, ça vous donne, la dimension verticale étant le temps, un bloc qui a 3 dimensions d'espace, ici il n'y a que 2 dimensions d'espace pour le dessin, et une dimension supplémentaire pour le temps. Donc Einstein nous dit, et Poincaré et Minkowski, il faut penser la réalité non pas comme espace plus temps, mais espace lié au temps. Il y a des structures de propagation de la lumière sur lesquelles on reviendra à l'intérieur de cet espace-temps. Ça, c'est l'espace-temps qui apparaît pour la théorie de la relativité restreinte en 1905, une théorie où la structure de l'espace-temps est bien ordonnée et sage. Vous voyez, la même chose se passe partout dans l'espace-temps, ici, à gauche, à droite, dans le passé et dans le futur. Pardon. Et la nouvelle théorie d'Einstein de la relativité générale, qui a été en grande partie développée en Suisse, puisque la première idée, il l'a eue à Berne en 1907, puis après, les premiers calculs concrets étaient à Zurich en 1912, mais il a été attiré ensuite à Berlin, et c'est à Berlin qu'il a fini de construire sa théorie. Et vous voyez une vision déformée de l'espace-temps de la relativité restreinte. Le bloc espace-temps, du coup, est transformé par la présence de ces lignes qui est la présence de matière dans l'espace-temps. Quand vous avez de la matière, de l'énergie dans l'espace-temps, ça déforme la structure de l'espace-temps. Cette déformation est donnée mathématiquement par des équations d'Einstein. Mais on ne va pas utiliser des équations ici, elles sont écrites ici. Je vais essayer, en suivant d'ailleurs les conseils de Daly, qui a essayé de penser intuitivement la structure de la théorie d'Einstein. Et vous savez que ce célèbre tableau, dont il existe plusieurs versions, qui s'appellent parfois les montres molles ou la persistance de la mémoire, en fait, Daly lui-même appelait ces tableaux le camembert du temps et de l'espace. Et il avait vraiment à l'idée, je pense, la théorie d'Einstein. En fait, cette vision que c'est le temps qui devient mou n'est pas tout à fait correcte, mais essayons d'utiliser tout de même une analogie du même type pour expliquer en une phrase ce que nous dit la théorie d'Einstein
de l'espace-temps qu'on appelle en général courbé. Eh bien, cette phrase qui résume la théorie d'Einstein, c'est que l'espace-temps, ou l'espace simplement, si l'on veut, est une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse-énergie. Donc, le point essentiel, c'est qu'il faut imaginer que l'espace, entre deux personnes dans cette salle, qu'en général on pense comme être du vide, n'être rien, eh bien cet espace c'est comme un milieu élastique de la gelée, comme ce délicieux dessert de nos voisins anglo-saxons, qu'on doit trouver peut-être à Genève aussi. Donc il faut vraiment penser l'espace comme cette gelée avec des capacités élastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous direz, bon, c'est une analogie, mais ça n'explique rien, une analogie. Essayons de dire vraiment ce que veut dire que l'espace est élastique dans la théorie d'Einstein. Nous avons tous appris à l'école les lois de la géométrie qui datent des Grecs, et en particulier un théorème essentiel qui date de Thalès, est que si j'ai un triangle, donc si j'ai 3 points dans l'espace, et entre ces 3 points, je tire 3 lignes les plus droites possibles, ce triangle va avoir 3 angles en chaque angle. Donc au point A, il y aura un angle A chapeau, un angle B chapeau. La somme des angles d'un triangle est censée être toujours égale à 2 droits, ou 180 degrés, ou en radian pi, 3, 14, 159, 2, 6, 5, 3, 5, etc. Ça, c'est les lois de la géométrie euclidienne. Eh bien, Einstein nous dit, c'est vrai, mais uniquement s'il n'y a pas de matière autour. Si le triangle est vraiment dans l'espace vide, c'est vrai. Mais si vous mettez au centre du triangle une boule de matière, vous voyez, le plus dense possible, qui occupe tout le triangle, là, le triangle est circonscrit à cette boule de matière, eh bien, ça devient faux. Et ça devient faux d'une quantité qui est donnée par la théorie d'Einstein, qui nous dit que la somme des angles est un peu plus grande que 180 degrés, et d'une quantité qui dépend de la masse de la boule, de la constante G de la gravitation dont nous parlait à l'instant Olivier de Sibourg, et de l'inverse du carré de la vitesse de la lumière. Et puis vous avez un facteur 2 aussi. Donc ça, c'est une conséquence quantitative qui nous dit, voilà, vous mettez une boule de pétanque, vous pouvez calculer avec sa masse, son rayon, eh bien, ça fera que la somme des angles du triangle autour de la boule de pétanque sera un peu plus grande. Et numériquement, bon, il y a aussi un autre effet qui est le temps s'écoule différemment à la surface de la boule de pétanque et un peu plus loin par une autre formule mathématique qui contient toujours la même quantité. Cette quantité-là, vous me direz, mais cette déformation, si c'était vrai que la somme des angles n'est pas égale à 180 degrés, on aurait dû s'en apercevoir. Même les Grecs auraient dû s'en apercevoir. Mais si vous prenez une boule de pétanque habituelle, ça changera les choses, je ne sais plus, à la 30e ou à la 40e décimale. Si vous prenez un triangle qui est autour de la Terre, c'est à la 9e décimale que c'est faux. Si c'est autour du Soleil, c'est à la 6e décimale que c'est faux. Mais si vous prenez une étoile à neutrons, c'est faux de 40%. Et si vous prenez un trou noir, c'est faux de 100%. Donc il faut des objets particulièrement denses, comme les étoiles à neutrons et les trous noirs, pour voir cette modification de la géométrie de l'espace. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Une fois qu'on s'est habitué à penser l'élasticité de l'espace, sa déformation des lois de la géométrie par la présence de matière, comme tout milieu élastique, si je déforme cet espace, cette déformation va pouvoir se propager dans l'espace dans lequel je suis. Eh bien, une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de la gelée espace qui se propage à la vitesse de la lumière, en fait. Dans la théorie d'Einstein, on calcule que ces ondes de déformation de la gelée espace se propagent à partir d'endroits où il se passe des choses, parce qu'il y a de la matière qui bouge, à la vitesse de la lumière, dans toutes les directions. Bien. Et les premiers calculs analytiques à partir de la théorie d'Einstein qui ont commencé à montrer ça et à calculer l'intensité de l'onde gravitationnelle émise par deux masses qui bougent sont dus à Einstein, avec une version correcte en 1918. Mais ce qui est étonnant, c'est que bien que dès 1918, dans les équations de la théorie, il y avait quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait dire c'était là les ondes gravitationnelles, pourquoi il a fallu tant de temps pour comprendre qu'elles étaient réelles et qu'on pouvait les détecter? Parce qu'il y avait des subtilités conceptuelles dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais je veux rendre hommage à Joe Weber, qui a été le premier à vraiment penser que c'était quelque chose de réel, les ondes gravitationnelles, parce qu'il pouvait concevoir
un objet physique qui allait les détecter, comme un détecteur d'ondes électromagnétiques a permis de prouver que les ondes électromagnétiques par Hertz existaient et étaient reçues. Il a eu le premier l'idée de se dire que si une onde gravitationnelle passait et rencontrait un gros cylindre de métal comme cela, l'onde gravitationnelle allait déformer la géométrie et donc la distance, la longueur totale de ce cylindre et le faire vibrer après le passage de l'onde et vibrer d'une quantité fractionnaire, ça c'est la variation de longueur du cylindre divisée par le cylindre. En fait, c'est pour le cas où il n'y a pas de force élastique dans le cylindre, proportionnelle à l'intensité de l'onde gravitationnelle. Essentiellement, quand une onde gravitationnelle passe, elle déforme les distances, mais de façon anisotrope, dans le plan perpendiculaire à la propagation de l'onde. Vous voyez, si vous avez un être humain, cet être humain va être étiré dans une direction et écrasé dans l'autre pendant une demi-période, et puis en sens inverse pendant l'autre demi-période. Donc, ce n'est que dans les années 1955, en fait, il a fallu tout ce temps pour se convaincre que c'était quelque chose de réel qui allait pouvoir être détecté. Je ne vais pas rentrer, je pense que Gabriele González en parlera. Il y a eu beaucoup de développement pour comprendre comment construire des détecteurs assez sensibles pour voir les ondes gravitationnelles, en particulier l'idée que utiliser des interféromètres était un excellent instrument et dû à deux Russes, Gerstenstein et Pustovoit, et après avec des développements en particulier de Ray Weiss et beaucoup d'autres dans lesquels je ne rentre pas. Je veux juste aussi faire allusion que bien que les observations de LIGO ont été la première observation de l'effet d'une onde gravitationnelle qui passe sur Terre et qui change des distances dans un objet sur Terre, en fait, grâce à la découverte des pulsars binaires par Hulse et Taylor, on avait déjà une preuve tout à fait directe, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, y compris les gens de LIGO, ce n'est pas une preuve indirecte, mais une preuve directe que les ondes, que la gravité se propage à la vitesse de la lumière. Et quantitativement, en fait, on avait testé déjà très profondément la théorie d'Einstein, ce qui nous permet d'avoir confiance en utilisant la théorie d'Einstein pour prédire la forme des ondes gravitationnelles, parce qu'elle est déjà testée par ailleurs. Donc, on a le droit scientifiquement de l'utiliser. Revenons maintenant à notre saga des trous noirs. J'ai dit que, en décembre 1915, Karl Schwarzschild, d'ailleurs c'est un événement aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, que l'inventeur du concept de trou noir s'appelait Schwarzschild, ce qui veut dire bouclier noir. Évidemment, en Suisse, tout le monde comprend tout de suite. Bouclier noir. Mais Monsieur Bouclier Noir a écrit cette formule en décembre 1915, formule qui a l'air très simple, et cette équation contient le concept de trou noir, mais le contient de façon cryptique, en fait. Et il a fallu 50 ans de développement théorique et expérimentaux pour se convaincre qu'il y avait un objet physique et que cet objet allait exister dans la nature. On va le dire très rapidement. J'ai mis ici juste des photos des gens qui ont joué un rôle conceptuel très important, en particulier Oppenheimer, pour une raison que je vais dire à l'instant, et aussi le néo-zélandais Roy Kerr, qui a trouvé la généralisation de la solution de Schwarzschild qui décrit un trou noir qui tourne sur lui-même. Beaucoup d'étoiles tournent sur elles-mêmes, donc on s'attend qu'un trou noir puisse aussi tourner sur lui-même. N'ayez pas peur de cette transparence, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire qu'il a fallu 50 ans de découvertes astrophysiques, observationnelles et de nouvelles idées théoriques pour se convaincre que le trou noir était quelque chose de réel. D'abord parce qu'il a fallu comprendre que les étoiles évoluent, que les étoiles vivent et meurent, que quand les étoiles meurent, il y a une masse maximum pour une étoile morte, il y a des étoiles à neutrons très denses, et au-delà de l'étoile à neutrons, qu'est-ce qui peut exister? Il restait que le trou noir, et tout ça a conduit à un travail essentiel d'Oppenheimer et Snyder en 1939, mais même là, le fait que c'était réel, il a fallu la découverte après des pulsars, puis des quasars, des sources X binaires. Donc vous voyez, beaucoup de travaux. On ne peut pas dire, voilà, tout était dans Schwarzschild, c'était plié, comme les scientifiques sont nuls pour ne pas avoir compris ça immédiatement. Il y a un chemin conceptuel et observationnel essentiel, mais j'aimerais maintenant vous décrire l'idée, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Voilà. Parce que, évidemment, une première approximation du trou noir consiste à dire c'est un objet
tellement dense que si j'essaye de lancer vers le haut, par exemple, un objet à partir de la Terre comme une pomme, elle va retomber sur Terre, sauf si je la lance vers le haut avec une vitesse de 11 km par seconde, auquel cas elle arrive à échapper à l'attraction terrestre. Et un trou noir sera un objet qui est tellement dense que la vitesse d'échappement à laquelle il faut que j'envoie un objet devient plus grande que la vitesse de la lumière, donc la lumière ne sort pas. Ça, c'est un aspect du trou noir, mais en fait, plus profondément, voici le trou noir tel qu'il a été compris par Oppenheimer et Snyder en 1939, et surtout, en fait, par trois Russes, Doroshkevich, Zeldovich et Novikov en 1965, avec des contributions mathématiques essentielles, géométrie de l'espace-temps, par Penrose et d'autres en 1969. Je vais vous expliquer ce dessin. Ce dessin est un diagramme d'espace-temps. Vous vous rappelez qu'avant, j'ai dit espace-temps, ça veut dire mettre ensemble, empiler l'état de l'espace à des temps successifs. Donc, dans ce dessin, la dimension verticale représente le temps, et donc si je fais des tranches horizontales, j'ai ce qui se passe à chaque instant dans l'espace. La première tranche ici, qui est une espèce de cercle, représente une étoile. J'ai supprimé une dimension d'espace. Au lieu donc l'étoile n'est plus une boule, elle est un disque. Et cette étoile, elle est en fin de vie et elle a épuisé ses sources nucléaires internes qui la soufflaient par une pression interne, et donc il n'y a plus de source de pression qui la maintient. Et donc, comme la matière attire la matière, la gravitation a tendance à vouloir faire s'écraser l'étoile sur elle-même. Et là, en fin de vie, elle va s'écraser sur elle-même. Donc l'étoile, à un instant ultérieur, vous voyez, le disque est toujours là, mais il est plus petit. Ça veut dire que l'étoile s'effondre. Alors, si on était en physique newtonienne, une étoile qui s'effondre, elle s'effondrerait jusqu'à ce que toute la matière se rassemble au centre, en un point. Et donc, on dirait, voilà, elle va aller là, en un point. Mais vous voyez qu'il se passe des choses dans l'espace-temps ici. Et il se passe en fait plusieurs choses. Il y a une première zone grisée et puis une zone plus noire ici. La zone grisée, c'est que si à partir du centre de l'étoile, vous émettez un flash lumineux qui part dans toutes les directions, en général, ce flash lumineux va partir à la vitesse de la lumière et partir à l'infini. Mais la structure de l'espace-temps est tellement déformée par l'effondrement de l'étoile qu'en fait, la lumière qui commence à partir se ralentit, vue de l'infini, et finalement fait du surplace. Vous voyez que ici, cette espèce de tulipe qui ne s'évase plus représente le sort dans le futur de cette bulle de lumière. Et le fait que cette bulle de lumière garde ici un rayon constant veut dire que j'ai une bulle de lumière qui essaye de sortir à vitesse de lumière, mais qui fait du surplace. C'est un peu comme si vous aviez un étang, et cet étang, vous ouvrez la bande de fond de l'étang, ou une baignoire, vous ouvrez la bande de fond, et l'eau s'écoule vers le bas, et si vous avez un insecte qui essaye à la surface de l'eau de sortir de là, si l'eau, la vitesse avec laquelle l'eau s'écoule est égale à la vitesse maximum de l'insecte qui essaye de sortir, comme la lumière qui essaye de sortir, il va faire du surplace. Et bien, vous voyez, ici, le trou noir a dépassé la limite d'élasticité de l'espace. La gelée espace est devenue tellement élastique qu'elle est devenue fluide et que l'espace s'écoule vers le centre. Et donc, la définition d'un trou noir, c'est une bulle de lumière qui fait du surplace. C'est vraiment ça. Et à l'intérieur de cette bulle, vous avez ce qui devrait être le centre, là où toute la matière se concentre, mais en fait, il semble, même s'il y a des doutes, on va arriver là-dessus à la fin, qu'à l'intérieur du trou noir, vous avez, alors cette fois vous êtes bien au-delà de la limite d'élasticité de la gelée espace, c'est comme si vous aviez déchiré la gelée et qui était l'espace, il y a un trou dans l'espace-temps qui est créé, il n'y a plus d'espace-temps au-delà de cette limite-là. Donc c'est pour vous dire, vous voyez, quand les gens ont compris que la solution de Schwarzschild incluait tout ça, c'est pour ça qu'il a fallu du temps pour se convaincre que ça pourrait être réel. Une autre contribution très importante sur laquelle j'aimerais insister, que l'on oublie souvent de citer, c'est celle de Freeman Dyson. Freeman Dyson a été le premier, en 1963, à résoudre complètement un exercice dans un traité de Landau-Lifshitz. Et le but de cet exercice était le suivant, c'était de dire, prenez un système de deux objets, deux étoiles, et on va prendre deux étoiles mortes. L'idée de Dyson est de prendre deux étoiles à neutrons, très denses, qui tournent l'une autour de l'autre. Donc, vous utilisez
une formule due à Newton que deux corps qui tournent l'un autour de l'autre, ça a une certaine énergie de mouvement et énergie potentielle d'attraction, que cette énergie, elle va être constante, sauf qu'elle va en fait diminuer parce que, d'après Einstein, ce système émet des ondes gravitationnelles et Einstein avait déjà calculé, et ça a été amélioré par Landau-Lifshitz, à l'ordre le plus bas, quel est le flux, la perte d'énergie d'ondes gravitationnelles à l'infini. Et donc, si ce système perd de l'énergie, il doit y avoir moins d'énergie de plus en plus au cours du temps. Et donc, ça vous donne une équation d'évolution qui dit que l'énergie du système varie par cette équation-là. Et le but de l'exercice était de dire, c'est tellement petit l'effet que vous pouvez oublier. Pendant 50 ans, les gens ont dit, ces ondes gravitationnelles existent, mais leur effet est négligeable, et donc, oublions. Eh bien, Dyson a été le premier à dire, oui, c'est vrai, à tout instant, c'est petit. Mais si j'intègre au cours du temps, si j'attends 100 millions d'années, 500 millions d'années, le temps qu'il faut, les deux objets vont aller de plus en plus vite, vont se rapprocher l'un l'autre, ils vont émettre une onde gravitationnelle qui ressemble à une sinusoïde, quelque chose qui oscille tout le temps, mais dont l'amplitude augmente et dont la fréquence augmente. Et puis, à la fin, il va y avoir un flash apocalyptique d'ondes gravitationnelles émis lorsque les deux objets vont fusionner l'un avec l'autre quand ils sont extrêmement denses. Et Dyson nous a donné comme défi, est-ce que l'on peut calculer ce flash? Et en tout cas, il a dit que ça serait très intéressant de pouvoir détecter ça. Il a dit ça dès 1963. Je ne vais pas rentrer dans la théorie qui a permis de calculer précisément la forme d'onde émise par deux corps qui tournent l'un autour de l'autre. Il a fallu beaucoup de travaux pendant un certain nombre d'années. Je vais juste arriver à la fin, qui est que vers l'année 2000, en particulier dans des travaux faits avec Alessandra Buonanno et d'autres collaborateurs, il a été possible de calculer quelle est l'onde émise, l'onde gravitationnelle, l'onde de déformation de l'espace émise par deux trous noirs qui tournent de plus en plus vite jusqu'aux dernières orbites et jusqu'à la fusion. C'est-à-dire, je vais expliquer ça en détail, non, je vais l'expliquer après. Ces calculs ont été faits purement sur du papier, en fait, avec l'esprit, et 5 ans plus tard, il a été possible d'utiliser l'ordinateur pour calculer la même chose. En fait, il a fallu 30 ans aussi aux gens qui utilisaient les calculs sur ordinateur des équations d'Einstein pour arriver à avoir des résultats. Tout ça a été fondé sur des travaux mathématiques anciens, en particulier français. Et la première comparaison entre les calculs numériques et les calculs analytiques ont montré que le résultat analytique était en fait assez bon et qu'il pouvait être amélioré encore en utilisant les résultats numériques. Et donc, le résultat final, c'est que ça donne une méthode qui permet de calculer. En haut, vous voyez le mouvement relatif des deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Ce qui est montré, c'est la distance entre les deux trous noirs. Et pendant ce temps-là, en bas, vous voyez l'onde gravitationnelle émise. Donc, il faut penser que ces deux trous noirs, vous voyez, déforment la structure de l'espace autour d'eux, comme cette gelée espace, comme deux cuillères à soupe, vous voyez, qui tournent dans la soupe. Ça fait des déformations qui se propagent. Et cette déformation, au début, les deux trous noirs tournant l'un autour de l'autre relativement lentement, crée une onde qui a une période qui est reliée à ça, donc qui est comme une sinusoïde, mais à la fin, ça va de plus en plus vite. Les deux trous noirs, perdant de l'énergie, se rapprochent et finalement tournent à la moitié de la vitesse de la lumière. C'est ça la difficulté du calcul. On ne peut pas utiliser le résultat juste de Dyson parce que vous avez à des ordres d'approximation extrêmement élevés. Et puis, vous avez la phase finale de fusion des deux trous noirs. Donc, à la fin, grâce à ces méthodes analytiques améliorées par des résultats numériques, vous pouvez calculer quelle est l'onde gravitationnelle totale. Vous pouvez prédire, voyez, avant de l'observer, quelle est la forme de cette déformation de l'espace-temps émise à partir d'un système de deux trous noirs dans toutes les directions. Ça part dans toutes les directions et ça se propage à la vitesse de la lumière. Ça dure pendant des centaines de millions d'années, mais et pendant des centaines de millions d'années, vous avez ces deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Et puis, dans les quelques secondes finales, vous avez les dernières orbites et vous avez la fusion des deux trous noirs. Vous pouvez imaginer que chaque trou noir est comme une espèce de bulle de savon. Si vous avez deux bulles de savon, quand elles sont loin l'une de l'autre, les bulles ressemblent à des points. Mais quand elles se rapprochent l'une de l'autre, si vous imaginez deux bulles de savon qui se touchent, elles vont en fait fusionner pour faire une seule grosse bulle de savon. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi quand vous avez deux trous noirs.
la fusion des deux trous noirs forme un trou noir plus grand, et à la fin, la fusion des deux trous noirs crée un seul trou noir qui va tourner sur lui-même par conservation du moment cinétique, mais ce trou noir qui est créé, il n'est pas à l'équilibre, il n'a pas la bonne forme calculée par Schwarzschild et Kerr, et donc il va vibrer comme un objet qui n'est pas encore à l'équilibre. Si vous avez une masse qui bouge et qui n'est pas à sa situation d'équilibre, elle va bouger, émettre des ondes pour arriver jusqu'à l'équilibre. Et ça, c'est une idée qui avait été trouvée d'abord par Vishveshara en 1970. Il y a un spectre de vibration particulier d'un trou noir, et la fin du signal, c'est les vibrations du trou noir final. Il est impressionnant de penser que cet événement, au moment de la fusion des deux trous noirs, émet une puissance si vous voulez, en watts, mais enfin, disons ici en erg par seconde, en watts comme ce que vous payez à l'électricité suisse, ici, qui est 10 fois plus grande que la luminosité de toutes les étoiles, de toutes les galaxies, de tout l'univers. Vous avez la luminosité du Soleil dans une galaxie, il y a 100 milliards de soleils dans notre galaxie. Vous prenez 100 milliards de galaxies en plus, donc vous voyez, vous avez 100 milliards de la luminosité du Soleil. Il faut encore un facteur 10 pour atteindre la luminosité émise sous forme d'onde gravitationnelle lors de la fusion de deux trous noirs, même si cette luminosité n'est pas quelque chose de visible. C'est de l'énergie sous forme de vibration d'espace. Mais c'est tout de même impressionnant. Quelques mots sur ces détecteurs d'ondes gravitationnelles, LIGO. Donc, Gabriela expliquera ça en détail, mais donc vous avez ces tubes à vide, et il y a aussi le détecteur franco-italien Virgo qui a réussi à contribuer en août, pas dernier, mais de l'année dernière, à détecter aussi des fusions de trous noirs et autres événements. Vous avez donc d'immenses tubes à vide de 4 km de long, dans lesquels vous faites circuler de la lumière entre des miroirs, et ça vous donne un récepteur très sensible de variation de la distance entre les miroirs à cause des propriétés de l'interférométrie. Donc, regardons les premiers événements. En particulier, ça, je l'ai déjà montré, c'est les données brutes de détection de variation de longueur des bras lors du premier événement du 14 septembre 2015. Et comme je l'ai déjà dit, vous voyez des choses fluctuer, mais ce que vous voyez, c'est du bruit. Le signal d'onde gravitationnelle, qui est ce signal-là, qui a été émis par deux trous noirs, il est 1000 fois plus petit que l'amplitude que vous voyez ici. Donc vous ne le voyez absolument pas, il est totalement perdu dans le bruit. Donc il faut des techniques pour arriver à le sortir du bruit. Et disons aussi au passage, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le déplacement physique du bout des bras des miroirs correspond au milliardième de la taille d'un atome. L'onde gravitationnelle, ayant été émise il y a 1 milliard d'années-lumière d'ici, et s'est atténuée comme l'inverse de la distance en arrivant sur Terre, et elle était tellement faible qu'elle n'a fait bouger, vous voyez, physiquement les miroirs que du milliardième de la taille d'un atome, autrement dit 0, mais les merveilleux travail expérimental des physiciens et de LIGO ont permis de mesurer ça. Et pour l'interpréter en termes de quel est le signal qui a créé ça, il faut une technique de filtre adapté. Vous voyez, pour arriver à sortir du bruit un signal, si vous ne connaissez rien sur le signal, c'est assez difficile de le sortir du bruit. Si en revanche, vous savez la forme que peut avoir le signal, même si elle dépend de certains paramètres, vous pouvez aller le chercher dans le bruit par une technique mathématique de convolution. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Alessandra Bonanno, en utilisant la technique qu'on avait créée, a calculé pour LIGO 200 000 signaux possibles d'ondes gravitationnelles émis par des trous noirs de telle et telle masse, tel et tel moment de rotation, pour essayer tous les cas. Et ça donnait une banque de données. Et cette banque de données, c'est elle qui a permis de détecter tous les signaux observés par LIGO, en fait, à la fois pour la recherche et pour l'analyse des données. Donc, il y a plusieurs événements de coalescence de trous noirs binaires qui ont été vus, avec des masses, vous voyez, variées, des masses ici une trentaine de fois la masse du Soleil, ici 14 et 7, ici 30 et 20, ici 30 et 25. J'aimerais maintenant indiquer pourquoi, sans rentrer dans les détails, ces observations ont constitué la première preuve directe de l'existence des trous noirs. D'abord, j'aimerais dire que
Cette figure, qui est dans l'article de découverte de LIGO, est à la fois complètement correcte et essentielle, mais un peu trompeuse parce que c'est une figure qui a nettoyé, en utilisant certains filtres pour enlever du bruit, quelles étaient les données brutes de LIGO, et qui suggère que l'essentiel du signal que vous voyez dans ce premier événement est le signal au moment de la coalescence, parce que je vous rappelle la forme qui doit être quelque part, voilà, la forme du signal prévu, c'est une onde gravitationnelle qui augmente jusqu'au dernier moment et qui est maximum au moment de la fusion des deux trous noirs. Donc on a l'impression que là, on voit directement la coalescence. En fait, si vous vous demandez, mais quel est le rapport signal sur bruit, c'est-à-dire quelle est la quantité d'informations que permet d'extraire le filtre adapté, vous avez cette courbe-là qui vous donne la quantité de signal contenu à chaque fréquence, chaque octave de fréquence, et la partie la plus importante du signal sur bruit dans ce signal de LIGO est obtenue à une fréquence qui est en fait de l'ordre de 50 Hz, qui est bien avant la fusion des trous noirs. Donc l'essentiel en fait de ce qu'a vu LIGO, ça n'est pas la fusion des deux trous noirs, c'était le mouvement des dernières orbites. Et c'est ça qui permet d'extraire les masses et les spins. En revanche, il reste du signal, parce que vous voyez que la fusion a lieu ici, et cette partie-là n'est pas négligeable. Elle est une partie plus faible qu'avant, mais elle est suffisamment importante pour confirmer, et c'est ça le point important, si vous décomposez le signal en deux morceaux, la partie du mouvement en spirale des deux et puis la partie de fusion finale, vous pouvez tester que le signal pendant la partie de fusion est compatible avec les masses que vous extrayez avant. Et c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme que je ne veux pas expliquer en détail, mais ce diagramme montre que si vous découpez le signal en deux morceaux, la partie de fusion émise par la fusion est compatible avec l'autre, et donc c'est une preuve tout à fait directe que vous avez bien vu la fusion de deux trous noirs, et que vous avez utilisé la théorie d'Einstein, mais en deux morceaux séparés, ayant utilisé la fusion séparément du reste. Je parlais ici, vous avez entendu parler des trous noirs bien avant la découverte de LIGO, c'est-à-dire dans des journaux de vulgarisation, on entend parler trous noirs par-ci, trous noirs par-là depuis longtemps, puisque les astrophysiciens s'étaient convaincus qu'il existait dans notre galaxie des sources de deux étoiles, dont une étoile morte qui tournait l'une autour de l'autre et qui émettait des rayons X, et dont l'étoile morte devait être un trou noir parce que c'était une masse trop grande pour être une étoile normale. Beaucoup de gens se sont convaincus qu'au centre de noyaux actifs de galaxies, il y a aussi des trous noirs géants. Aussi, grâce à beaucoup de travaux, en particulier ceux de Reinhard Genzel, au centre de notre galaxie, on ne voit pas grand-chose encore pour le moment, mais on voit des étoiles qui tournent sur des orbites assez lointaines, mais qui permettent de mesurer qu'il y a une masse, une énorme masse tapie au centre de notre galaxie. Cette masse vaut 4 millions de fois la masse du Soleil, et l'analyse de ça fait qu'on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre qu'un trou noir. Donc il y avait bien, si vous voulez, des preuves indirectes qu'il y avait des trous noirs en astrophysique, mais LIGO a représenté la première preuve où on a pu voir un signal lié vraiment à la fusion des deux trous noirs. Un autre événement très remarquable est que le 17 août 2017, LIGO et Virgo, ensemble, ont pu voir l'événement dont Dyson parlait, c'est-à-dire la fusion de deux étoiles à neutrons maintenant. Les étoiles à neutrons ont simplement une fois et demie la masse du Soleil au lieu d'avoir 15 ou 30 fois la masse du Soleil. Mais ce système était relativement plus proche et donc a émis un signal. Ce signal, lui, vous utilisez beaucoup la forme du mouvement en spirale. Vous utilisez le fait qu'il y a des milliers de cycles où les deux étoiles à neutrons tournent autour de l'autre pour aller chercher le signal dans le bruit. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que cet événement a été suivi de l'observation de bouffées de rayons gamma, puis d'autres signaux électromagnétiques qui ont montré que la fusion de ces deux étoiles à neutrons a créé un événement astrophysique très violent qui a créé des ondes électromagnétiques de tout le spectre. Gamma, finalement X, optique, infrarouge, etc. Donc c'est le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, c'est-à-dire voir non seulement les ondes gravitationnelles, ce qui est magnifique, mais ce qui limite la physique et l'astrophysique, mais ici un événement qui est à la fois vu en ondes gravitationnelles et
en ondes électromagnétiques. Disons aussi, et ça sera pertinent, je pense, pour l'exposé de Claudia Derham, que cette observation, le fait que l'onde électromagnétique a été vue 2 secondes après la fin de l'onde gravitationnelle, nous dit que les ondes électromagnétiques, la lumière, se propagent à la même vitesse que l'onde gravitationnelle, telle que c'est prévu d'ailleurs par la théorie d'Einstein, mais là vous pouvez voir expérimentalement qu'ils se propagent à la même vitesse avec une précision à la 15e décimale. Vous pouvez montrer expérimentalement des données que la différence fractionnaire entre la vitesse de propagation de la lumière et des ondes gravitationnelles est plus petite que 10-15, ce qui confirme fortement la théorie d'Einstein et met des limites sur des théories alternatives possibles de la théorie d'Einstein. Donnons un regard rapide vers le futur. Donc, on peut estimer, en particulier lié aux travaux d'un groupe de Polonais, Belczynski et al., que bientôt, quand les détecteurs LIGO et Virgo reprendront des données, actuellement ils sont à l'arrêt, avec une sensibilité 3 fois meilleure, espérons, qu'avant, ils vont voir 3 fois plus loin, et voyant 3 fois plus loin, ils voient un volume 3 au cube, donc 27 fois plus grand, donc ils voient 27 fois plus d'événements, ce qui veut dire qu'ils devraient voir une coalescence de trous noirs par jour. Et dans le futur, on verra une coalescence de trous noirs toutes les 5 minutes aussi, LIGO, quand il aura atteint des sensibilités encore plus grandes. D'autres détecteurs, on espère que les ondes gravitationnelles, on verra d'autres choses que des trous noirs ou des étoiles à neutrons, comme des objets mystérieux, comme des cordes cosmiques, peut-être les cordes de la théorie des cordes, un fond cosmologique. Il y a des projets de détection d'ondes gravitationnelles dans l'espace. Je ne vais pas passer de temps pour dire que je vous ai parlé ici de la théorie des trous noirs comme si on comprenait tout. En fait, mathématiquement, très peu de choses sont démontrées. Il y a beaucoup de problèmes que les physiciens disent oui, on sait ce qui se passe dans un trou noir. Les mathématiciens disent non, on ne sait pas. C'est une question mathématique ouverte. J'aimerais finir pour parler des propriétés quantiques des trous noirs. Comme l'a dit Thierry, un des problèmes essentiels aujourd'hui, c'est d'unifier nos théories classiques de l'espace et du temps et de la gravitation avec les théories quantiques des forces d'interaction habituelles. Et une découverte très importante a été faite dans les années 70 par un jeune Mexicain, d'origine mexicaine en fait, Jacob Bekenstein, et par Stephen Hawking. En fait, Stephen Hawking voulait démontrer que ce que disait Jacob Bekenstein était complètement faux. L'idée de Jacob Bekenstein, c'est que comme un trou noir, c'est quelque chose dont rien ne sort, si vous avez une tasse de thé chaude et que vous jetez votre thé chaud à l'intérieur, vous avez perdu la chaleur qui est à l'intérieur de l'eau chaude du thé. Et en physique, cette chaleur, elle est liée à du désordre et à ce qu'on appelle de l'entropie. Et donc, vous avez perdu du désordre, donc c'est comme si vous aviez gagné de l'ordre. Mais le désordre doit toujours augmenter, c'est un peu la deuxième loi de la thermodynamique. Et donc, Jacob Bekenstein a dit on doit associer à un trou noir une quantité d'entropie et donc de perte d'information. Et Stephen a fait le premier calcul qui a permis de calculer cette entropie et de calculer la température d'un trou noir. Finalement, comme il l'a dit, un trou noir est chauffé à blanc. Quand il est assez petit, il finit par émettre de la lumière de façon assez violente. Et ça pose un paradoxe énorme, c'est que si un trou noir s'évapore parce qu'il est chaud et il perd de la chaleur, il va diminuer, sa masse va diminuer, et à la fin, il n'y aura plus de trou noir du tout. Et donc, vous avez transformé l'état initial, qui était un état quantique bien décrit, pur, comme on dit, qui a créé le trou noir, en quelque chose qui est de la chaleur. Et ça, c'est impossible d'après les lois de la mécanique quantique. Donc, il y a quelque chose que l'on ne comprend pas toujours, qu'on ne comprend toujours pas. Je pense que peut-être Andrew Strominger en parlera vendredi. J'arrive à mes conclusions. Des conclusions, il y a juste 2 pages de conclusions. D'abord, une première conclusion, c'est que j'ai donné 2 exemples, à la fois les trous noirs et les ondes gravitationnelles, où les équations, la résolution d'équations était finalement plus intelligente que les physiciens. Il a fallu 50 ans, vous voyez, pour comprendre que telle formule mathématique sur le trou noir correspondait à quelque chose de réel, alors que la théorie l'avait dit dès le premier jour. 1 mois après la découverte des équations, il y avait déjà le trou noir qui était là, mais l'esprit humain doit assimiler ça. Sinon, en résumant, on a vraiment vu pour la première fois vibrer donc cette gelée espace lorsque les ondes gravitationnelles sont passées sur Terre, et ça nous a donné une preuve directe de l'existence des trous noirs. La théorie a joué un rôle important ainsi que l'observation. Et la dernière page de conclusion est que
pour aller au-delà de l'exposé de ce soir, à la fois, vous voyez, on peut être fasciné par la physique moderne et se dire, voilà un cosmos quantique avec des superpositions de réalité au niveau cosmique. On peut aussi penser que pourquoi la science est-elle importante? Est-ce qu'elle est importante parce que quand on écoute un CD ou quand on utilise un smartphone, quand on fait un test qui utilise en fait l'annulation électron-positron ou le GPS dans une voiture, tout ça vient de la théorie de la relativité générale et de la physique quantique. Donc là, les applications de la physique théorique jouent un rôle essentiel dans notre vie de tous les jours. Mais le danger est de réduire la science à ses applications et de ne plus en apprécier la beauté philosophique et conceptuelle. Et pour ça, j'aimerais vous inviter, et c'est un des buts de la Fondation Wright, à lutter contre ce que Snow appelait le divorce des deux cultures, la culture humaniste habituelle et la culture scientifique. Et, oui. Ah, j'ai fait une bêtise. Play. Voilà. Que j'aimerais suivre Schrödinger qui a dit qu'il faut considérer la science comme un élément constitutif de l'humanisme. Et comme disait Einstein, et c'est mon dernier mot, je pense qu'il faut prendre au sérieux les conséquences de la science, les conséquences philosophiques, même quand elles semblent absurdes. Par exemple, une conséquence philosophique de la théorie de la relativité restreinte et générale, c'est que le passage du temps est une illusion. Et une conséquence philosophique de la physique quantique, qui est discutée d'ailleurs dans la bande dessinée à laquelle Michele a fait allusion, est que notre bonne vieille réalité est beaucoup plus complexe et est faite de superpositions de réalités incompatibles. Mais la physique quantique nous dit, mais c'est ça la réalité. Vous devez changer votre idée habituelle de la réalité et ne pas vous contenter de ce que vous avez appris à l'école ou de ce que l'on croit depuis des milliers d'années. Et cette hardiesse conceptuelle est quelque chose qui est souvent en retard par rapport aux équations. Et donc je vous invite à penser philosophiquement les conséquences de la science. Merci. Merci. Merci beaucoup Thibaut Damour pour ce fascinant voyage dans les trous noirs et autres. Prenez seulement place, on va passer à la discussion. Discussion que, je vous rappelle, on va mener en anglais ce soir et pour laquelle vous pouvez poser des questions de deux manières, par les micros qui vont circuler dans la salle, mais aussi par Twitter. Je vous rappelle le hashtag qui ne figure pas là, mais qui est simplement, je crois, #ColloquWright. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions aussi par Twitter. Elles seront relayées à nos orateurs ce soir. Je dis nos orateurs parce que, comme vous le savez, nous avons le plaisir aussi d'accueillir deux autres personnes qui vont donner une conférence cette semaine. So I'll switch now to English to welcome those two persons. Just to say what I said before, the discussion will be held in English. Please ask your question either live with the two microphones that are in the room or through Twitter. The hashtag is there, so just use the hashtag and ask your questions, and they will be relayed to the speakers here on stage. So now I have the great pleasure to welcome on stage as well tonight Andrea Accomazzo and Gabriela Gonzalez. Gabriela. So, welcome to you both. We'll hear from you tomorrow and Thursday, right? I'll start with you, Gabriela. So you were strongly involved in the discovery of the gravitational wave. So I presume we will expect your call on Thursday to talk about this. But in a few words, just tell us about that moment when you realized that you had exactly the signal that Thibaut showed on the screen, that you saw it and you said, okay, that's really it. Well, should be okay. I have to say that it wasn't one moment.
the moment where we saw that some of the early indications that there was a strong signal in there, we didn't believe it. It took us actually a whole day to convince ourselves that we had not created, we had not simulated, that this was not a simulation, that it was data in the detector. But it was so strange. I mean, Professor Damour mentioned that it was a signal that seemed to be produced by black holes that were larger than any ones that had been seen in X-rays, that we just had to be sure. And it took us months using simulations, using these waveforms to match them to the data to convince ourselves that this was not an artifact. So it wasn't one moment. It was months of work to make sure that it was there. Andrea Comazzo, you also work in the space sector, but in a kind of different space sector, if I can say that, because your task, your job, is to bring spacecrafts to planets or comets. Planets, planets. We saw 2 weeks ago the launch of Bepi Colombo to Mercury, and comets 4 years ago to the comet Chury, let's call it Chury or Churyumov of Gerasimenko. So do you see any parallel with what you're doing and what they are doing? Well, to see parallels is pretty difficult. The first thing I would say is I'm still very happy to work with F equal ma compared to all these equations. And the second thing I've learned today that is my brain is not as elastic as a jelly. Actually, it's far less elastic than space-time. I find some. No, of course I don't have a parallels, but of course we are very pleased to fly missions that might help also in this direction. We are. The agency is preparing the LISA mission. This is the intention actually to fly such a mission, which is actually designed to detect gravitational waves in space. So this is something we are doing. Just to give you an information, we also have to take into account relativity in the job we do. For example, when we flew Rosetta and where we fly our interplanetary missions, I'm not expert in this specific domain, but for example, we cannot use the time we use because we have relativistic effects. So we use actually the time of the barycenter of the solar system, which is not the time we use here on the Earth. It's slightly different and evolves differently because of relativistic effects. So we have to take this into account. So we have proved as well that we have to live with these effects. And maybe in terms of technological challenges, because I presume that for both of you, you had tremendous technological challenges to overcome. Well, it might look odd, but one of the biggest challenges you have in space business, in particular to the job I do, which is flying spacecraft interplanetary, is measuring of time. Because everything is based on time, and measuring time properly on ground when we detect our events on our spacecraft is fundamental. Everything is linked and depends on measuring time. Time is just an illusion, we've heard, right? Indeed. Now I will have to rethink of what we are doing at home. And what about your, the technological challenges in LIGO? Yes, actually, for us, it's not as much measuring time. Of course, we have to use atomic clocks, but GPS time is actually good enough for our experiment. It's measuring space. It's measuring the distances between mirrors, like Professor Damour said. The distance between these mirrors at 4 kilometers away moved by the gravitational wave less than 1,000th of a proton, less than a billionth of an atom. So making the mirrors not move more than that by other sources, like the ground moving or trucks driving. The waves, I've heard that the waves do influence the waves. The ocean waves, right? The surf waves on the ocean, which is relatively close to Livingston, Louisiana, but not so close to Hanford, Washington. But surf waves on the coast produce all over the world waves on Earth that have about a micron motion at much lower frequencies, but we still have to counteract that to make our mirrors not move as much. So this has taken decades of technology development to suspend mirrors from pendulums in vacuum 4 kilometers away so quietly that we could measure not just once, the first one in 2015, but several since then, several gravitational waves. Let's come back to the black holes. Actually, I was amazed to learn that, he has a mic,
to learn that there was no proof until very recently that, or still now, that there is a black hole at the center of our galaxy. And just actually last week or 2 weeks ago, a team at the ESO, that's the European Southern Observatory in Chile, showed that some, let's call it stuff, was moving at 30% of the speed of light close to the center of the galaxy, which could be a first hint of the presence of this black hole. So is that correct? And what does that mean? What's the importance of that discovery? Yes, indeed. So for years, the study of those stars going around has suggested that you needed to have 4 million times the mass of the sun concentrated in such a small volume that it was difficult to imagine that it could be else than a black hole, but it was not proof that there was really a black hole there, although they had a good test of general relativity recently. And this recent experimental fact that they seem to, although they are very careful, seeing a hot spot in which could be of the accreting material falling into, going around at a third of the velocity of light and then falling into the black hole, it's indeed one of the first hints that they are going to be able to see the structure very near the black hole and prove, if this is confirmed, that this has to be a black hole. And in a few months, other experiments of this type, I mean the so-called Horizon telescope, should see maybe the silhouette of really the stuff around the black hole. So that's the picture of the black hole. So it's strange to talk of a picture of a black hole, right? Is that something like in Interstellar? You remember the movie? Do we have to imagine this, this way? I like to call it the silhouette. No, it's something against. Well, a silhouette is what is the shape of an object when you are against a background light. So here you need to have a source of light around, which is the stuff which is falling in the black hole and creating light. And then you see something like a black region, a shadow or a silhouette. And then, although probably it will be noisy, I mean, they will not see very precisely what is computed because you don't know the complicated physics of the material falling into the black hole. But it's very exciting that they will see that in the coming months. They will announce results for the black hole at the center of the galaxy and also for a black hole 1,000 times bigger and 1,000 times farther away in M87, and that would be extremely exciting to see this. What about waves? I mean, is there a chance that we see gravitational waves from our black hole? Let's call it this way. Well, we'd like to, but gravitational waves produced in our galaxy do not happen as often of the kind that we have detected, happen only once every 10,000 years. So even though we would very much like to see those because they would be very strong, they're not likely to happen. However, things falling into the black hole or mergers of black holes at the center of galaxies could be seen and will be seen by the LISA project, this space interferometer that will be flown by the European Space Agency. We have to be a bit patient because the launch date is 2034, but we have been patient and it has paid off, so this will happen too. Will you be there for the launch? Will you drive it to space? Well, I just want to say that the Rosetta mission was conceived in around 1985, was approved in 93, launched in 2004, and arrived in 2014. It was 30 years, so we're not that far from launching LISA. I hope to be retired by that time and be skiing in the Alps. Yeah. Let's stay with the ESO telescope. Actually, it was one very precise instrument at the ESO site in Chile that discovered this silhouette of the black hole. But a few months ago, that was in July, I think, they discovered something else. And this was a star passing by this same black hole called Sagittarius A. And actually, scientists were expecting to see really tiny variation of the Einstein theory, right? But they didn't, which showed again that Einstein was right. So were you kind of disappointed that there was no hidden physics behind this? You did not expect to see deviation of Einstein's theory. So what they measured is the displacements toward the right, the so-called redshift of the light emitted by this star when it was going quite close at the periastron of this black hole.
And this effect has been tested with much better accuracy in binary pulsars and also in the solar system. So there was no strong hint that it should be wrong for this case. You do think that probably Einstein theory is not the ultimate word on gravity, and there is the issue, what is the best place to see possible deviations? One space mission which is now testing general relativity in an interesting regime is the microscope mission, which is going back to the basics of gravity. The basics of gravity, as discovered by Galileo 300 years ago, is that if I let bodies of different composition, like a ball of marble and a ball of iron or copper or whatever, they, independently of their mass, or even if they have the same mass but a different composition, they fall in exactly the same way, Galileo said, although the story is more complicated than that. And Einstein realized that this was a remarkable property that did not need to be exact, but he postulated it as being exact, and he created a theory on it. But the recent, the development of physics in the last century has suggested that maybe it is a fragile property. And when you have extensions beyond GR, you very quickly violate this property. Alas, again, the microscope mission has published not yet the final results, only the mid-mission results. And now they have confirmed that all bodies fall in the same way to 1 part in 10 to the 14, which is a big improvement compared to before. And I would have liked, and with Gabriele Veneziano here, for instance, we had hoped that the prediction from string theory, the dilaton, could have shown up as a deviation in this experiment, but he has not yet shown up. But we keep the hope of seeing something one day. So Einstein is still right. Einstein is still there, yeah. So I think it's now a good time to open the room for questions. Unfortunately, I don't see the room because of the light. So there is one here on the forefront, and one here in the middle. Yes, and one there. So 1, 2, 3. First row. Thank you. Just a question about the two neutron stars that coalesced and made the gamma rays and the gravitational waves. I remember reading things about the gravitational waves and the gamma rays. There was like a 2-second lapse in between those two events. How come, if they travel at the same time, why did the scientists see those 2 seconds in between those two events? Gabriela? I have to say that the first thing we all thought is that after traveling 130 million light years, arriving with only 2 seconds of difference was amazing. But the answer to your question is that the gamma rays are produced after the neutron star merge, and the gravitational wave the time that we measured with the gravitational wave is the time of coalescence. The time measured by the gamma rays is the time those gamma rays were produced. And in fact, there were 2 experiments, 2 satellites, Fermi and Integral, that measured gamma rays, and they measured it at slightly different energies, and the rays at different energies came at different times. So the gamma rays are telling us about what happened at the merger with electromagnetic waves produced. The other electromagnetic waves, well, the visible ones, the ones in the visible, we don't know when they were produced because they could only be seen at night, several hours later. But the X-rays and radio waves emitted by the same system arrived 10 days later. So the merger, the structure that happens after the merger is very complicated, and astronomers, astrophysicists are still analyzing the data. Still, one should say that actually nobody had predicted why 2 seconds. And there is no model saying why 2, not 10 seconds, or
Okay, it could be 1 minute maybe. So finally, it's not so, I mean... Yes, it's still, to me, who I am not an astrophysicist, to me, the fact that it is 2 seconds, it's amazing. But if it had been 10 seconds, I don't think people would have been surprised. There was one question right here. You have the mic. Okay, I would like to know, please, if, let's say, we could survive just very close to the fusion of 2 very big black holes, and we only have the effect of the gravitational wave. Could you just tell us what would it be to have big gravitational wave arriving toward us? The effect is actually quite small. It's even quite near when the waves are formed in the wave zone. It's less than 1% of fluctuation of the distance between the molecules in your body. So it's not, by the way, it's interesting to remember that there is a beautiful book by Gamow in which he represents the arrival of a gravitational wave on a beach with extreme effects, like he's seeing his fiancée being distorted and disappearing and things like that. So there are no gravitation waves which are that strong, and the reason is that this jelly of space is extremely rigid, actually. Space is elastic, but the elasticity is nearly 0. That's why a medium which is so rigid, waves propagate very fast because they propagate the velocity of light. So we knew that space has to be very rigid, okay? And it is extremely rigid. It's difficult to create big gravitational waves. Your brain is probably more flexible than that. There was one question here. Yes? Yeah, fourth row. So I had a question about the gravitational waves, really the detecting of it, because you rely on filtering. So in fact, you find what you're searching for. And I was wondering, is maybe there is another cool system, I don't know, maybe I really don't have a clue, but which is also has a nice waveform, which could be kind of also a candidate to find it. Are you searching for something like that? Yes, we are searching for, well, I couldn't say everything, but we search for many, many more things than coalescences of binary systems, for which we have very good models, thanks to waveforms like Professor Damour mentioned. We do have methods that look for the unknown, that do not rely on any model for the gravitational wave. They only look for correlations between the data in the 2 detectors. Of course, they are less sensitive, so you can only detect things that are very strong. And with this method, this first gravitational wave was also detected. The other gravitational waves that were mentioned, also produced by the merger of black holes, those we have only detected because we look for those waveforms, or for similar waveforms. We have to test with many, many waveforms to deduce what mass or what were the properties of the system. But we look for gravitational waves of the unknown. Unfortunately, and I say unfortunately because I think they would be the most exciting ones, we have not found any of those. We also look for periodic waves that would be produced by rotating stars, like rotating neutron stars, and we also look for rumble, for a stochastic noise that would have been produced by the early universe, although probably with an amplitude that we are not sensitive to, or perhaps by many other signals mixed with each other. I think we have some questions on Twitter first. Yes, we do actually. We have one double question and one multiple one. So let me start with the double one, which says, well, if gravitational waves travel with the speed of light, it means that there is no refractive index for gravitational waves. That's the first part of the double question. And the second part is to say, well, but the light should also follow curved paths to come to us. So actually, shouldn't we be very surprised that both arrive at the same time? Yeah, that's a very good question. It's true that
light usually does not travel at the velocity of light because of index, because of interaction with matter. It is slowed down. So you need to have a transparent enough universe, or maybe the 2 seconds are also part of the index linked to that. And the other part of the question is that actually there exists a kind of index of refraction in the sense that when we say that gravitational waves propagate at the velocity of light, it means they surf on the curved space-time. I mean, space is deformed, and they both travel at the local velocity of light, and as we have seen around a black hole, the local velocity of light is quite different from what it is, but both light and gravitation, if we can neglect plasma effects, if we can neglect index due to the matter being around, they will surf along the curvature of space-time and be delayed in the same way, like cosmologically. The multiple question is looks a bit like that. How should we look at black holes in alternative gravitational theories to the theory of Einstein? And the person asking the question speaks of negative masses and of a theory of Jean-Pierre Petit, but I think you can probably try to take it in a bit more general way than just that. I mean, what's the place of black holes in alternative gravitational theories? That's a very good question, and maybe Claudia Doram will talk more about this. Although now there is very good evidence from many different experimental tests of the validity of Einstein theory, it is very important to always keep our mind open and try to interpret data in terms of limits on a possible modification of Einstein theory. And a black hole is such an extreme object in Einstein theory that immediately when you modify Einstein theory, you ask the question, are there black holes? What are the properties of black holes? Actually, it's a very tricky question because in most alternative theories, the black holes are the same. It's difficult to have a good theory which had good field theory properties and which have black holes different from Einstein's theory. Black holes tend to be the same in all good theories of gravity. But it would be interesting to anyway do phenomenological tests of whether the black holes we see are fully compatible with Einstein's general relativity predictions. In the meantime, there's another one that came, and which says, we hope to understand the cosmic microwave background better, knowing of the existence of gravitational waves. So what's the question exactly? Well, I guess the question actually deals with the polarization of the microwave background. I guess that's what's being pointed out. It's not there, but that's what's to be expected. Yes, I'm not an expert on that, but indeed it would be very important to see via polarization effects. I mean, if the ratio of the so-called tensor gravitational wave components in the origin of the CMB fluctuation is not too small, we should be able to see very early gravitational waves, and what is even more important is that these very early gravitational waves would be quantum in nature, and that would be a direct observational test of quantum gravity. I mean, the quantum fluctuations of the gravitational field produced in the early universe. So for the moment, the presence of dust in the data has not allowed us to see that, but it would be very exciting in the future to be able to see this. All the more so since it would be a signature of the inflation period at the very early yes, universe. Even more early than, I mean, a more direct handle on the origin of inflation. Yeah. Thank you. Is there more question in the room? There was just behind you, Thierry. Yeah. Here, and here one. Yes. Thank you for the presentation. Actually, I have a question for Amor. As you said,
the energy generated by two black holes is bigger than all the stars reunite in universe, in our galaxy, and in all universe. That's right. Yeah. But do we know the number of these stars in all universe? Because as I know it. Yes, no, it's just a figure. The number was put there. The power in ergs per second is 10 to the 56. So to get 10 to the 56, you need, the luminosity of the sun is 10 to the 33 ergs. Then you need 11 more powers. This is like conventional one galaxy. Then you need 11 more powers, like 10 to the 11 galaxies. And you need a factor 10 more. It's just a way of counting. I'm not claiming that we know the number of stars and the number of galaxies in the visible universe within the accuracy that I'm citing. It's just a way of saying, if you take into account roughly what we know is the visible universe, it's striking that the power in watts, ergs per second, emitted during the coalescence is bigger than that. It's a fact. Okay, so but I should say that in the natural units that the theorists we would use to measure this, which like Freeman Dyson would consider as the natural luminosity unit for the coalescence of two black holes, the power emitted is small. It is 10 minus 3 Dysons. Okay, 10 minus 3 C5 divided by G. So it's both very large and very small. Okay, so depends on the unit. So it's still relative. So we don't know the number of stars. So no, we still don't know but the question is not relevant. It's just a way of. And another question, just because I'm still confused about this time, being an illusion. And but if we say in black holes the time doesn't exist anymore, or it exists, but it's I don't know, it's not ending, or so. How come the black holes are ending? I mean, it's a moment till it starts, till. What means time is an illusion is the following: if you have a twin brother, and you take your twin brother very near the surface of a black hole, while you stay here, and you stay like that for 10 years, when then you lift up your brother, it will not have aged at all. Okay. So it shows that the notion of time can be completely transformed by effects due to matter or speed if you are in special relativity. And when you think about it, it means in some cases, for instance, if you jump in a rocket which goes around the Earth very fast, you can see the future of Geneva in 65 million years. You can, in 1 minute of your time, come back in this room after having traveling around and see Geneva in 60 million years in the future. You can jump in the future. Think about it philosophically. So we'll take two last questions here, sorry, because time is running really fast. So does not exist, but it runs fast. Yeah. I see two persons. So this person, yes, please do, Fanen, and Boris, you will do last. Okay, I would like to ask Professor Damour, if by pure hypothesis there were a black hole close enough to Earth and a big black hole, what will change? I mean, we will feel it, and I will explain my question. You say that black holes somehow twist or change space-time, but if we have a black hole close enough, we will see somehow our space and time change, or it will be like the parallel worlds. We will change and we wouldn't even notice. No. And one other question was maybe is related to this one. What does the gravitational waves tell us about the fact that the universe is infinite and keeps growing? What does it tell us about it? These are very different questions. Okay, if you have a black hole which is not immediately like coming now in this room,
you will feel it like another star. I mean, you will feel the gravitational attraction. The change in the dynamics of the solar system will be modified. The trajectory of the Earth will be modified. And then if the black hole comes very fast and impinges on the Earth, then it can, if it is big enough, create violent effects like eat up part of the Earth. I mean, if it is large enough. But to see the changes in the structure of space and time in the black hole, you really have to jump in, okay? But it is not in a parallel universe. It's a classical effect. You would need quantum black holes to start discussing what it means to have superposition of realities with black holes. Last question here, because time is running really fast. Yes. Thank you. Keeping scientific questioning open needs sometimes to go to the farthest limits of the universe, as you have done, and sometimes it just requires reopening every day the elementary physics textbook and reading it afresh. So I will try to illustrate that. One of you mentioned F equals ma. I think that Richard Feynman said it is not a law of nature, it is half a law. And if I got it right, why he says it's half a law? Because of the 3 parameters, just one can be measured directly, acceleration. Unless you consider that inertial mass can be measured by a weighting machine, which is the whole issue of gravitation, which brings us to the second half law of nature, which is universal gravitation. So even reopening every day the simplest equation we were told at age 10, and which every scientist, even Nobel Prize winner, repeats sometimes without fully understanding them, is a source of scientific marvel and questioning. What is your way of bridging the marvels from the end of the universe to the marvels of reopening the elementary textbooks with a fresh eye? Well, you want to answer? You suggested. Well, I can obviously fully subscribe to such a statement. I'm an engineer. I'm not a physicist, so I have strong limitation in understanding all what is being discussed here. But my way of describing is everything that we say is just the way we see the universe, the way we describe it. It's just a fraction of reality. And this is a long way. And I fully agree with you that going back to some of the, let's say, the laws, the formulas we understand most, can be for inspiration, can only be for inspiration to understand much better all what is around us. But everything is just the way we describe what is around it is not reality. I think we sometimes fall into the trap that we think everything we describe is reality. No, reality is something else. We put an enormous effort to describe it, and we're obviously not there yet, because every time we find something that is missing. So I think it's a good time to close this event. Before doing this, I'd like to do 2 things. First, to come back to Einstein, because Einstein was, at the beginning of your talk, is behind LIGO, and you also mentioned Einstein, so I'm happy that the 3 of you answered the question. But before that, another question. Actually, I'm curious, if you had Einstein in front of you at the moment, what would be the one question that you would ask him? Are you happy? You know that Einstein, at some point when people tried to solve his equations, were spending time, said, but why do you spend so much time on equations which are just provisional? Because he was never sure of having found something solid. He always thought it's the next step which is important. He always felt there was something inadequate in his description of matter, in his description of space and time. So let's keep this spirit of openness towards the future. Okay, I would have 2 questions, but the one I can ask maybe the colleagues here, the one I would ask Einstein is, do you agree that there's something wrong in what you say? This would give me hope if you were to agree. And Gabriela?
I would give him a tour of LIGO, and then I would ask him to help us fighting the quantum noise, which we expect it's going to be the limiting noise in our measurements very soon. So I'd like three of you to react to one quote of Einstein, who, like space-time, has been distorted, but the original version goes this way, was published in 1936. It's the eternal mystery of the world is its comprehensibility. The fact that it is comprehensible is a miracle, and it has been distorted or shortened to the most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible. So what does that inspire you? I think it's a very deep quote of Einstein, yes. What does it say? I mean, it says that from the humanistic point of view, we should always marvel at the possibility of the existence of science. I mean, there is no a priori reason why the poor human reason, which is a very small jelly in some of the brains, can comprehend what happened in the Big Bang, in black holes, describe it with mathematical equations which are valid up to the 15th digit. It's a marvel. So beyond that, we have to keep the capacity of marveling at the universe without over-interpreting it, but marveling at it. To me, it also says, of course, I agree with Professor Damour, but it also says that what we comprehend of the universe, about the universe today, is less than what we will know about it tomorrow, because our comprehension is limited, but it's expanding all the time, and that excitement about how much more there is ever to comprehend, to learn about the universe, it's very exciting. Andrew? Well, to me, it says that if we were to stop curiosity of the human being, then we wouldn't be here today. And it's a continuous quest, it's a continuous search for something that we don't understand yet. And maybe the very last question to you, Thibault, because that's your evening, actually. I came to you 10 years ago in Paris to do an interview for the newspaper Le Temps at the time. And you told me that you were fearing something. And what you feared was, yes, you were fearing something. That I read it as it was written in the interview, that the human mind will not be able to understand the laws of the universe, which would have become too complex. Speaking of the laws. So are you still afraid that we sometimes won't be able to understand what we're doing? That's part of this marveling of Einstein. Yes, I don't know if I fear it or I stop fearing, but when you think of some of our friends, animal friends, and you think that even if you love a dog, you will never be able to explain to him what is Einstein's theory, and why can we understand? And then when you think that maybe we would be limited, that maybe we will reach a point where things will become too complex and we won't be able to continue this rational path towards the universe. That would be a bad end for theoretical physics. But we see no sign of it yet, okay? So you're not afraid anymore? I'm not maybe afraid anymore. So thank you very much to the three of you, and especially to Thibault Damour. Permettez-moi de terminer en français pour vous dire simplement qu'il y aura d'autres conférences cette semaine, comme vous le savez. Demain soir, Andrea Comazzo. Jeudi soir, Gabriela Gonzalez. Mercredi, Claudia Deram, qui est dans cette salle aussi. Et vendredi, Andrew Strominger. L'occasion aussi de remercier tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de cet événement, à commencer par la Fondation Wright, bien sûr, l'Université de Genève et tous ceux qui ont participé à l'organisation. Et enfin, une dernière chose à vous dire, ça a été mentionné par le recteur de l'université, mais il y a un fantastique spectacle son et lumière, dont on devrait voir quelques images maintenant, qui a lieu tous les soirs jusqu'au 21 novembre au Parc des Bastions à 18h, 19h et 20h. Allez-y, il paraît que c'est fantastique. Je ne l'ai pas vu ce soir, j'étais là, mais je vous encourage à y aller. Voilà, merci à tous et peut-être à un autre soir cette semaine. Thank you very much.